Bonjour, nous allons vous faire vivre aujourd'hui des expériences exceptionnelles dans ce parc animalier Sainte-Croix à Rhodes, en Moselle. Alors un parc classé parmi les 5 plus beaux parcs et zoos de France, un lieu privilégié pour approcher et découvrir la biodiversité mondiale et la faune européenne. Vous pourrez découvrir par exemple des loups, des cerfs, des lynx, des pandarous et bien d'autres espèces, toutes en semi-liberté. Alors ce parc de Sainte-Croix vous propose de vivre, oui, des expériences exceptionnelles comme dormir, pourquoi pas, dans un lodge à côté des loups. Oui, c'est possible, on va en parler justement dans quelques minutes. Ou peut-être une expédition sauvage en safari-train. Mais pour le moment, nous allons commencer par l'histoire de ce parc, créé il y a 38 ans par Gérald de Singer, un agriculteur, mais aussi un visionnaire. Vous allez comprendre pourquoi. Pour en parler, je rejoins l'un de ses fils, Pierre Singer, qui a su, avec talent, c'est vrai, prendre la relève avec son frère Laurent. Je vais le rejoindre. À l'époque, c'était presque pas exploité. Donc, il y avait des buissons, des prairies hautes. Soit il fallait le défricher pour produire, pour faire de l'agriculture, ou le maintenir en l'état. Et là, pour le maintenir en état, il n'y avait qu'une solution, c'était de faire un parc animalier. Le parc est accessible uniquement aux promeneurs à pied, des promeneurs qui peuvent approcher tout d'abord des animaux domestiques. La plupart des visiteurs, en effet, ont perdu tout contact avec ces animaux qui ne représentent souvent pour eux que des sources de produits de consommation. Le soleil, la nature, qu'est-ce qu'on est bien ici chez vous, Pierre Singer, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci, vous êtes le co-directeur justement de ce parc animalier de Sainte-Croix. Alors, c'est vrai que tout a commencé ici il y a 38 ans, grâce à votre papa, Gérald de Singer, un agriculteur alors qui voulait faire profiter les visiteurs de la richesse de la faune locale. C'est vraiment le but de ce parc au tout début. C'était ça son idée de génie finalement, c'était de ne pas s'intéresser forcément aux animaux les plus emblématiques, les plus extraordinaires, les plus exotiques, les éléphants, les girafes, mais plutôt de mettre en valeur ces petites vedettes de notre environnement qu'on méprise, qu'on connaît mal, qu'on connaissait mal à l'époque, qu'on connaît à peine mieux aujourd'hui. Alors quelques animaux au tout début, c'est-à-dire lesquels? Quelques-uns, alors tout de suite, les cerfs, sa grande passion. Les cerfs qui arrivaient, l'animal fétiche, il adorait les cerfs, il les a fait venir de Chambord, ce qui était une sorte de Graal, parce que Chambord c'est véritablement, c'est un endroit absolument mythique pour les amateurs de cerfs et de châteaux bien sûr. Et puis des cigognes, il voulait contribuer à sauver la cigogne qui ne nichait plus en Lorraine. Aujourd'hui on a un retour de la cigogne, elle est même presque devenue pléthorique. Et puis le bison d'Europe, parce que ça lui paraissait un symbole extraordinaire de méconnaissance des animaux. Le bison, c'est l'Amérique, c'est Buffalo Bill. Eh bien non, le bison, c'est Lascaux. Et c'est la Lorraine jusqu'au 8e siècle. Mais on l'a pris pour un fou un peu au début, il y a 38 ans. Ah oui. On l'a regardé bizarrement. Beaucoup de scepticisme, beaucoup d'inquiétudes aussi. Alors les inquiétudes étaient relativement justifiées. Ça a quand même été un démarrage très très difficile. Mais souvent, quand vous avez un peu d'avance dans votre vision, il faut patienter et tenir bon. Bon, en tous les cas, j'ai un petit cadeau pour vous. Oui, des images de votre papa, il y a 38 ans, au tout début. On regarde. Génial. Au détour d'un chemin, derrière un rideau d'arbres, s'étend, se profile le centre Sainte-Croix. 25 hectares d'eau, 17 de prairies et 18 de forêt. L'ouverture du centre de Sainte-Croix le 30 août 1980 n'est qu'une première étape. C'est la première prise de contact avec le public, avec la faune et la flore de Lorraine. La deuxième étape, dans les années à venir, c'est la construction d'une salle audiovisuelle qui s'adaptera parfaitement pour les classes vertes, ainsi que la mise en place d'une mini-ferme qui sera opérationnelle à partir de 1981. Alors de l'émotion évidemment quand on revoit ces images.
Ça fait toujours très très drôle. Mais vous savez, c'était notre idole. C'était notre idole et il nous a inspirés et je crois qu'il inspirera encore longtemps. Vous avez entendu ce qu'il disait justement, il pensait déjà à une salle audiovisuelle pour les classes vertes et une mini-ferme. Et on y est là, la mini-ferme. Oui, parce que l'animal domestique aussi, c'est important. C'est souvent la clé pour accéder à l'animal sauvage. C'est un bon sas. Et puis de comprendre comment l'homme a besoin de la nature et a besoin de l'animal domestique, c'était important. Puis lui, surtout, c'était un agriculteur. C'est un agriculteur, donc la relation avec la nature, c'était très, très important, mais aussi avec l'élevage et tout ça. Et puis, dans l'ADN du parc, dans l'ADN vraiment, il y avait l'éducation. L'envie de reconnecter les gens à la nature. Et il disait toujours, ça commence par les enfants. Si vous lisez bien vos livres d'histoire, que Clovis chassait le bison d'Europe ici en Lorraine. Ensuite, à fur et à mesure qu'il a été chassé, ou qu'il y a eu des épidémies, qu'il a été malade, le bison d'Europe, il a régressé, il s'est éloigné de plus en plus de la France. L'idée de la mini-ferme, alors l'idée c'était bon, voilà, qu'elle soit accessible aux tout petits, et puis il rêvait d'une salle pédagogique. Alors ça a mis 20 ans à se réaliser, parce que elle est là. Aujourd'hui c'est Bubo le Hibou, c'est une salle magnifique, avec l'aide aussi des collectivités qui ont à un moment rejoint notre projet, qui en ont compris tout le sens et tout l'intérêt général. Et donc aujourd'hui c'est un petit peu plus facile, et c'est vrai qu'on a pris conscience aussi de ce besoin que nous avons les uns et les autres à nous reconnecter avec les choses essentielles. Et la nature. Reconnecter ici, il y a tout pour, en tous les cas. Alors vous poursuivez, vous, le travail de votre père avec votre frère Laurent, et depuis, c'est vrai que ce parc ne cesse de se développer avec de nouveaux animaux, pas chaque année, mais presque. Oui, alors souvent on vous dit quand vous avez un endroit comme le nôtre, quelle sera la nouvelle espèce. Alors nous, c'est pas tellement l'idée, parce qu'on n'a pas tellement envie de collectionner les animaux, on a envie que tout ait du sens en fait. Donc à un moment, par exemple, on a voulu parler de ces animaux que l'homme a rapportés du reste du monde et qu'on traite aujourd'hui avec un peu de mépris comme invasifs, alors que c'est bien de notre faute. Ce sont bien les Américains qui ont ramené les ratons laveurs, ce sont bien les bateaux qui ont ramené les rats, etc. Bon, donc alors, y a chaque fois des thèmes qui permettent de comprendre. Voilà, il y a des loups, il y a des lynx, il y a des ours, il y a des vautours, il y a énormément d'animaux, des cerfs évidemment. Au total, 150 espèces à peu près. Et en semi-liberté. En semi-liberté, ça c'est important, en tout cas le plus près possible de leur milieu naturel. Oui, avec des loups, et on en parlera, des lodges avec votre frère Laurent, on pourra les visiter, on pourrait dormir justement à côté des loups. Belle expérience. Et puis cette année, des élans aussi. Alors les élans, ça c'était aussi le très très grand rêve de papa. Parce que l'élan, c'est le plus grand cervidé au monde. C'est un animal qui peut peser jusqu'à 600 kg. Il fait 2 mètres de hauteur, il a ce nez impressionnant. C'est un animal mythique. Bon, c'est pour votre père en tous les cas. Ouais. Justement, alors ici, on se reconnecte. Il y a même du soleil, c'est vraiment formidable. On se reconnecte. Et un moment important, en tous les cas au mois de septembre, c'est le brame du cerf qui fascine, c'est vrai, hein, les visiteurs, les photographes. C'est un vrai spectacle. Alors pour les photographes, c'est quasiment parfois le Festival de Cannes, avec des appareils photos. Vous mettez le tapis rouge, c'est ça ? Encore plus impressionnant qu'à Cannes, parce que finalement les stars sont toutes proches. Là, les cerfs sont un tout petit peu plus loin, donc vous avez des téléobjectifs, puis des sensations incroyables. Bon. C'est vraiment un moment exceptionnel. On va regarder justement, parce qu'ici c'est possible d'assister au brame du cerf. Oui, la preuve avec ce reportage de Fabrice Rosassi, Alain Blanquet et Jean-Marie Niederkorn. Expression de présence, de langueur, de défi ou de triomphe. En automne, quand vient le temps des amours, le brame résonne partout dans la forêt. Un spectacle unique qu'Alex rêve d'immortaliser. Alors l'étudiant passionné de photos a dormi sur place et s'est levé très tôt ce matin. Actuellement, il y a 2-3 cerfs dans la plaine, avec sous les sous-bois la harde de biche et 2-3 cerfs. Ce qu'on essaye d'attendre, c'est qu'ils se regroupent sur la plaine, pour essayer de capturer un moment magique. Ça arrive qu'une seule fois dans l'année, c'est une courte période. C'est vraiment, en tout cas pour moi, c'est comme ça que ça a commencé. La photographie, c'était il y a 2 ans, Le roi de la forêt attire ainsi beaucoup de photographes et de cinéastes animaliers. Tous
disent être fascinés par cette manifestation de puissance brute. Un peu plus loin, Nanou et Michel, ils sont venus de Lyon et ont dormi dans un des hébergements du parc pour être aux premières loges. Le chef, il est sous les arbres avec toutes les biches parce que c'est un vrai chien de berger. Et quand il circule, le chef, d'abord il chasse les autres et il rassemble ses biches pour les avoir toutes à lui. C'est bien, on aime beaucoup, on aime beaucoup. Il y a beaucoup de chance qu'on soit là, vraiment. Il ne pouvait pas être mieux, je crois. Mais le brame n'est pas qu'un spectacle. Lors de cette lutte pour accéder aux femelles, les combats peuvent être très violents. Et les soigneurs qui s'occupent des animaux redoublent de prudence. Il peut y avoir des morts, ils s'embrochent en fait. Donc ça peut créer des blessures, voire du coup mortel, ça peut devenir mortel. Ouais. Oui, non, ils sont assez très très violents. C'est une espèce qui peut être violente. Ouais. Car pour l'animal, cette période est cruciale. Et c'est la raison pour laquelle il est déconseillé d'assister au brame en pleine nature, du moins sans être accompagné. C'est bien d'aller dans des lieux comme Sainte-Croix, c'est pas pour prêcher pour ce lieu, dans des lieux comme Sainte-Croix ou encore aller avec des agents par exemple de l'Office national des forêts ou des gens des parcs naturels régionaux, être accompagnés pour éviter tout simplement d'abord d'être déçu et aussi d'avoir un impact réel sur le cerf. Même sans l'avoir vu, on peut le déranger. D'ordinaire si calme et discret, presque invisible, le cerf exprime ainsi pendant cette brève période des amours qui le rend si farouche toute la force de son désir et de sa frustration. Alors le brame du cerf fascine évidemment les visiteurs, on l'a dit, les photographes aussi. Est-ce que les combats peuvent être violents ? Oui, absolument, parce qu'il y a une telle excitation. La nature a choisi de mettre tous les mâles en compétition, mais une compétition féroce qui les rend absolument fous. Ils deviennent fous, ils mangent plus, ils dorment plus, ils boivent plus, perdent du poids. Et les combats peuvent être extrêmement féroces, mais uniquement s'il y a un doute sur la hiérarchie. D'accord. Vous voyez, il n'y a que chez l'homme où le petit veut absolument casser la tête au gros, vous voyez, ou au géant, quoi. Là, non, on se dit, il est beaucoup trop gros pour moi, il n'y aura pas de... Vous voyez ce que je veux dire ? Les cris, on s'impressionne, ça va suffire. Mais par contre, quand il y a un vrai doute, alors là... Bon, la période des amours, on l'a compris, période cruciale pour le cerf. C'est la reproduction. Eh ben voilà, exactement. Alors... on va parler de ce parc avec cette réussite extraordinaire. Elle est là, cette réussite, avec plus de 328 000 visiteurs en 2017. C'est énorme. Oui, et en même temps, c'est l'objectif du parc. Oui. Puisqu'on veut... alors ça peut paraître être un vulgaire... Vous êtes fiché que ça peut être un vulgaire objectif commercial, ça pourrait être conçu comme ça. Mais en réalité, et c'est très sincère ce que je vais vous dire, il y a une notion de partage. On a envie de partager ce lieu, on a envie d'offrir la possibilité aux gens de se reconnecter. On a la faiblesse de penser que c'est quelque chose de très important. Je dis souvent, on voudrait que nos enfants lisent un peu, au moins un peu, qu'ils aient le goût de la lecture, qu'ils aient le goût du sport, et qu'ils aient le goût de la nature. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'on est tous très motivés, toutes les équipes sont extrêmement motivées à l'idée de partager tout ça. Donc il risque d'y avoir encore plus de visiteurs avec les nouveautés en 2018. On a parlé des élans, mais on parle aussi du safari train. Ça va être extraordinaire, ça. Alors le safari train, c'est vraiment dans l'ADN de Sainte-Croix. Parce que c'est justement la poursuite de ce rêve. On veut donner encore plus d'espace, une 50aine d'hectares, donc ça fait 50 terrains de football, c'est immense, une forêt dans lesquelles vont vivre en semi-liberté, pratiquement dans les conditions de la nature. Par exemple, le bison d'Europe qui a été dessiné dans les grottes de Lascaux. Alors pour approcher ces animaux, à pied, c'est compliqué. D'abord, c'est très grand, puis c'est des animaux impressionnants. Et on va donc le faire avec un safari-train qui vous permettra aussi de voyager, retrouver la Lorraine d'il y a 10 000 ans, à l'époque où il y avait encore des élans. Et puis d'aller jusqu'à il y a 50 ans quand papa décide de créer ce parc. Donc on va comprendre un peu comment l'homme est passé de chasseur-cueilleur à ce fou qui construit des immeubles de 800 mètres de haut. Donc là, il faut y aller en amoureux, en famille, évidemment. Safari train, ici à Rhodes, oui, c'est possible, à Rhodes, en Moselle. Alors à vivre, absolument, c'est le conseil qu'on peut vous donner en tous les cas. Découvrir différentes espèces en semi-liberté. Et on va parler des différentes espèces justement dans quelques minutes avec Yann Vermeer. Yann Vermeer qui va nous détailler toutes ces espèces. Et il y en a pas mal. Merci Pierre Singer. Ce parc n'est ni un zoo ni une réserve, mais un endroit où vivent en liberté des animaux de nos régions.
En fait, c'est la nature dans son ensemble qui est mise à la portée du public, intéressé, semble-t-il, par ce genre d'expérience, puisque plus de 10 000 personnes ont déjà visité le parc depuis son ouverture le 1er mai. Un bilan satisfaisant qui récompense une initiative courageuse, car le but des responsables du parc est de réapprendre aux visiteurs à voir, écouter et sentir, une attitude inhabituelle pour beaucoup. Bonjour Yann Vermeer, vous êtes le directeur animalier de ce parc Sainte-Croix. Alors ce parc animalier engagé depuis sa création pour la sauvegarde réellement des espèces menacées. Hein. Oui, pour nous, le rôle principal d'un parc zoologique, parc animalier comme le nôtre, est la conservation de la nature. Alors combien d'espèces? Il y en a énormément ici. Oh, nous avons centaines d'espèces ici. Oui. Ah ouais, alors quelques exemples, on en a déjà parlé en début d'émission. Oui, bah, il y a toutes les espèces européennes, tous les sangliers, les cerfs, des gloutons, lynx et loups. Ce sont des espèces très importantes pour le parc, mais il y a aussi des espèces exotiques comme le panda, le lémurien, le grue de Mandchourie, le gibbon par exemple, oui. Et toutes ces espèces en semi-liberté. Oui, hein. oui, ils sont toutes en liberté dans les grands espaces naturels. Alors un site qui était prédestiné, c'est vrai, au tout début à la biodiversité. Hein. Oui, à la biodiversité de Lorraine au début. Nous avons trouvé ça très important que les gens ils apprennent plus sur la biodiversité de cette région. Après, nous avons décidé que c'est quand même aussi important de savoir plus sur la biodiversité mondiale, sachant que toutes les actions qu'on fait ici a des conséquences dans les pays très loin d'ici, donc aussi pour les animaux ailleurs. Donc vous êtes intéressé à la biodiversité mondiale. Alors vous êtes intéressé aussi aux lémuriens justement qui viennent de Madagascar et qui sont des primates donc en liberté. Mais pas dangereux, c'est ça? Pas dangereux, ce sont des animaux. C'est qu'ils sont sympas. Oui, ils sont très sympas. Ils sont des animaux vraiment très, très gentils qui se promènent sur leur territoire, leur île. Et les visiteurs, ils restent sur les allées. Et les animaux, ils sont très proches d'eux. Oui. D'accord. Ouais. Donc plutôt sympa. Et ça, c'est chouette de se balader comme ça, de les avoir à côté. Alors certains animaux font partie d'un programme européen d'élevage. Ils sont nés en captivité. Oui, ils sont tous nés en captivité et on fait entre les zoos des échanges. On n'achète pas des animaux, on ne vend pas des animaux, on fait des échanges, on donne des animaux aux autres zoos. Si un coordinateur d'un programme décide que ce mâle doit aller dans ce zoo, ben nous, on va l'envoyer. D'accord. Oui. Comment vous décidez de faire venir ici telle ou telle espèce et pourquoi? Ben, on regarde un peu qu'est-ce qu'il y a dans notre concept. Nous avons une sorte de plan de collection dans notre tête. Donc parfois, on veut ajouter des Européens, des espèces européennes. Cette année, par exemple, l'élan d'Europe, qui a vraiment manqué encore comme exemple de cervidés. Mais ça peut être aussi qu'on va décider de parler plus sur la biodiversité au Népal, en Asie, et le pandarou est venu pour ça. Oui, oui. Et vous en faites repartir aussi, hein? On fait aussi repartir parce qu'il y a beaucoup de naissances, et les naissances, les jeunes, ils doivent partir un jour, ils doivent quitter leur famille, donc ils vont partir aux autres zoos. Au bout de combien de temps à peu près? Ça dépend par espèce. Il y a des espèces qui partent déjà avec, à l'âge de 1 an, et les autres, ils peuvent rester 2-3 ans. D'accord. Oui. Ah oui, 2-3 ans à peu près. Alors Yann Vermeer, les téléspectateurs peuvent s'engager en soutenant des actions de conservation par un simple don à Sainte-Croix Biodiversité, c'est possible? Oui, c'est possible de contribuer très facilement avec un don à la conservation des espèces menacées dans la nature. D'accord. Alors, il faut se renseigner sur le site. Tout est noté, évidemment. C'est vraiment une bonne idée. Et on peut aussi parrainer un animal. Oui, ça c'est encore plus joli peut-être à faire parce que ça veut dire qu'on va avoir une relation avec un animal dans le parc et on va soutenir par le don, par cette relation avec l'animal, on va soutenir sa conservation dans la nature. Comme ces pandarous, hein? Comme le pandarou Bao, une des femelles que nous avons chez nous. D'accord. Alors là, comme ça, on peut venir les voir, on se dit on participe, on les aide, et avec une déduction fiscale pour les 2 projets. Hein. Exact, pour plusieurs projets. On a plein des projets. On a...
on va donner des nouvelles sur l'animal, donc on peut suivre toute sa vie de l'animal, tout ce qui se passe dans le groupe, tout ce qui se passe dans sa vie. Et on peut le visiter autant de fois qu'on veut, donc c'est vraiment très bien. Il y a un suivi. Hein. Oui, d'accord. Oui. Alors les pandarous, là, ils sont magnifiques. Pourquoi vous avez justement ces cercles autour des arbres? C'est pour les empêcher de grimper? Oui, nous avons donné quand même un grand espace aux pandas. Mais on ne veut pas qu'ils vont partout en Lorraine parce qu'ils doivent quand même revenir tout le temps ici pour manger leur bambou et tout ça. Donc pour éviter qu'ils grimpent par certains arbres pour sortir de leur enclos, on a protégé les arbres avec quelque chose qui est lisse et comme ça ils ne peuvent pas grimper. Donc là ils sont toujours là, ils ne bougent pas. Ils sont toujours là, ils ne bougent pas, non. D'accord, là ils sont combien là ici? Il y a trois femelles. D'accord, 3 femelles. Ils sont magnifiques, des peluches, réellement. C'est gentil ou? C'est gentil, mais ça reste quand même un animal sauvage. Ils ont des dents comme des carnivores. Donc, c'est pas qu'on peut les caresser ou les prendre, ça reste sauvage. Donc, ils sont très gentils, très tranquilles. Ils disent toujours bonjour à l'animalier quand l'animalier va les nourrir. C'est vraiment génial. Et ils peuvent pas sauter, là? Ils peuvent pas sauter. Ils n'ont pas vraiment dans leur comportement une saute entre deux arbres. Ouais. Bon, faut venir les voir. En tous les cas, ils sont merveilleux. Et là, il y en avait un qui était juste à côté. C'était formidable. Merci, Yann Vermeer. On va s'intéresser maintenant aux loups. Les loups font peur à l'homme, hein, c'est vrai. On va tenter justement de changer votre regard sur ces grands carnivores. Les loups sont des acteurs importants évidemment de ce parc animalier de Sainte-Croix. Il existe 3 espèces différentes de loups, les loups blancs, les loups noirs, les loups gris. Et pour nous en parler, je reçois justement Marc Quesada. Bonjour Marc. Bonjour. Vous êtes chef animalier du parc, un beau métier, dans un beau lieu, la nature évidemment. Alors c'est vrai que les loups font peur aux humains, ils font peur depuis tout petit. Hein. Pour tenter de changer justement le regard de l'homme sur ces grands carnivores et en sensibilisant les visiteurs, vous leur faites comprendre, c'est ça, l'intérêt des carnivores dans la région, parce que c'est important. Absolument. Donc, le loup fait partie des espèces emblématiques du parc animalier de Sainte-Croix. C'est une espèce qui suscite vraiment un grand intérêt auprès de nos visiteurs parce que le loup est un animal impressionnant, légendaire et qu'effectivement il fait encore peur. Donc le rôle du parc animalier de Sainte-Croix, bien évidemment, est de sensibiliser au maximum nos visiteurs pour essayer de changer l'image et de faire comprendre aux gens l'utilité indispensable que cette espèce joue en milieu naturel. Alors il faut préciser que les loups ont disparu de Lorraine pendant plusieurs années, sont revenus, on en a parlé, dans les Vosges, dans d'autres lieux aussi. Oui, le loup est revenu en France depuis l'Italie, donc il est de retour dans notre pays depuis les années 90 et celui-ci a fait son retour dans les Vosges en 2011. Donc ça suscite encore beaucoup de débats, de questionnements et de craintes effectivement. Donc nous essayons de faire le maximum pour changer la vision de l'animal grâce à différents supports pédagogiques, différentes animations et grâce également et ici la pédagogie, on va en parler justement dans quelques minutes dans cette émission. Alors là on les voit, ils sont là en semi-liberté. Il y a 3 races différentes. Hein. Alors nous avons trois sous-espèces au parc animalier de Sainte-Croix. Donc nous présentons bien évidemment le loup européen, Canis lupus, qui est de retour en France actuellement, donc qui évolue vraiment dans un environnement assez représentatif de son milieu naturel pour bien sensibiliser les gens et faire comprendre le mode de vie de l'animal, donc dans un enclos très végétalisé de plus d'1 hectare en milieu forestier. Donc c'est important d'avoir un enclos végétalisé car c'est une espèce très craintive. Donc ces animaux ont besoin de se mettre à l'abri des regards. Nous avons également des loups noirs, loup nord-américain, et nous présentons aussi le loup arctique qui lui est présent sur les îles de l'extrême nord de l'Amérique ainsi qu'au Groenland. Donc les visiteurs peuvent
appréhender différentes... découvrir, observer, c'est formidable. Venez en famille, vous allez voir, les enfants vont être très heureux, mais les adultes aussi. Vraiment, c'est à découvrir. Alors, ces loups-là, il y a souvent des naissances, régulièrement des naissances dans ce parc? Il y a régulièrement des naissances en parc animalier de Sainte-Croix. Donc la période de reproduction se déroule de janvier à mars. Et après 2 mois de gestation, la femelle va mettre au monde ses petits. D'accord, donc ça aussi, c'est un moment exceptionnel. C'est un moment exceptionnel, oui, effectivement. Et là aussi, quand on entend le loup, on entend le loup là, actuellement, oui, exactement. Oui. Alors, le puçage de louveteaux se déroule dans ce parc, ça dure quelques minutes pour limiter les nuisances au sein de la meute. Reportage Christophe Gaumont, Sébastien Roch, montage Gérard Chatignoux. Ils sont partis avec de grands filets de pêche. Quelques petits instants plus tard, les équipes du parc animalier sont de retour avec dans leurs bras de tout jeunes louveteaux gris d'Europe, 5 au total nés en ce printemps 2017. En quelques gestes précis, les vétérinaires effectuent le puçage de ces bébés loups qui pèsent de 2,5 kg à 4 kg. On a vérifié que l'animal allait bien, qu'il n'avait pas de problème de santé. Donc là, c'est un petit louveteau qui est en bonne santé, un peu stressé. On voit qu'il tremble. Et donc ensuite, on va le pucer, l'identifier. Donc c'est lui mettre un petit transpondeur électronique à la taille d'un grain de riz. Donc ce qui va permettre de l'identifier et de le suivre pendant tout le long de sa vie. Une opération de puçage obligatoire, mais stressante pour la meute. Parfaitement rodées à ce genre d'exercice qui ne prend que quelques minutes au total, les équipes du parc sont très prudentes pour éviter tout incident, même si à Sainte-Croix, les loups ont l'habitude de côtoyer les humains. Les loups ont très très peur de l'homme, même si ceux-ci sont habitués à voir des visiteurs tous les jours, à voir des soigneurs qui rentrent dans l'enclos 3-4 fois par semaine pour rentrer. Ils ont quand même cette peur instinctive de l'homme qui est quand même assez présente et très prenante. Donc ils restent à distance, ils observent de loin, ils stressent, ils tournent autour et généralement ils ne s'approchent vraiment pas, ils n'essaient pas de défendre les petits. À la fin de l'opération de puçage qui permet d'assurer une sorte de traçabilité de l'animal, les louveteaux sont redéposés dans la tanière. La vie de la meute peut alors reprendre son cours normal. Alors Marc, on l'a vu dans ce reportage, une vraie peluche, ce louveteau. Est-ce que réellement ils sont mignons, gentils ou ils sont très dangereux? Alors ils sont effectivement mignons, dangereux non, absolument pas. Ils sont tout petits, ils sont souvent très apeurés, terrorisés, ils ne bronchent pas, on les manipule et ils n'essaient même pas de donner un petit coup de croc et n'osent même pas nous regarder. Ah ouais, bah. Mais vraiment une peluche quand on l'a vu. Alors le puçage des louveteaux, c'est obligatoire pour les identifier, pour les suivre toute leur vie réellement? Oui, absolument, c'est une obligation pour la traçabilité, tout simplement. D'accord. Chaque individu va être équipé d'une puce électronique qui va être sa carte d'identité en quelque sorte, pour pouvoir suivre l'animal si effectivement il évolue dans d'autres structures zoologiques. Est-ce que la manipulation justement des louveteaux est compliquée quand vous allez les chercher justement? Alors la manipulation est surtout compliquée pour les membres de la meute, puisque les soigneurs rentrent dans l'enclos et ensuite nous devons aller récupérer les petits dans la tanière. Donc c'est vraiment un moment très stressant et très frustrant pour les adultes qui ont vraiment peur et donc ils n'ont pas d'autre choix que d'attendre et d'observer l'intervention. Et donc c'est un moment très frustrant pour eux effectivement puisqu'on rentre au cœur de la tanière et on récupère ce qu'ils ont de plus précieux à ce moment précis, ce sont les petits louveteaux. Donc l'intervention doit être assez rapide pour compter les petits, sexer les petits, apporter quelques soins éventuellement, que sont des vermifuges, et mettre la puce électronique. Tout à l'heure on a parlé justement du loup qui fait peur à l'être humain, à l'homme généralement, mais est-ce que le loup a peur de nous ? Le loup a effectivement très peur de l'homme. L'homme est considéré comme étant le prédateur ultime de cette espèce parce que celui-ci l'a souvent chassé. Bon. Donc le loup a peur, vraiment. Alors là, les soigneurs sont venus justement pour leur donner aussi à manger et ils sont là à côté de nous. Ça c'est plusieurs fois dans la journée, une fois dans la journée, comment ça fonctionne ? Alors les loups ne sont pas nourris tous les jours, ils sont nourris à raison de 3 à 4 fois par
par semaine. Ouais. Ensuite, tous les matins, il y a quelques petits morceaux de viande qui sont distribués pour faire approcher les animaux et pour pouvoir nous permettre de les observer et de voir si tout va bien. Et généralement, les gros repas coïncident avec des horaires d'animation. Pour le public, pour les visiteurs. Absolument, c'est indispensable parce que les visiteurs voient les soigneurs évoluer dans l'enclos. Donc ils rentrent dans l'enclos, donc les visiteurs se disent « Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ?» Et c'est pas dangereux justement pour c'est pas dangereux, donc il faut bien évidemment toujours être vigilant. Donc on ne travaille pas avec de véritables loups sauvages, on travaille avec des loups captifs, hein, donc qui sont quand même habitués à voir des gens évoluer dans leur enclos. Mais ceux-ci vont garder des distances, vont parfois même s'enfuir lorsque les soigneurs arrivent. Alors là, ils mangent du poulet, c'est ça, mais ils mangent d'autres choses aussi? Alors on varie effectivement le menu au maximum, hein, c'est intéressant pour eux tout simplement. Là ils arrivent, regardez, ils sont tous là. Ils s'approchent. Donc aujourd'hui en l'occurrence du poulet. Ouais, du poulet. Ils reçoivent du bœuf aussi, différentes viandes. Alors là il y en a que 2, 3, les autres restent derrière, pourquoi? Alors les autres sont encore un petit peu stressés parce que les soigneurs ne sont pas encore repartis avec leur voiture. Ouais. Nous sommes devant, donc on les impressionne un petit peu. On les impressionne. Les plus sûrs d'eux s'approchent et puis profitent que les autres soient à distance pour prendre les meilleurs morceaux. D'accord. Mais il y a assez pour tout le monde. Alors ça c'est incroyable, on les voit, on les regarde là justement, et ils sont combien au total ici? Alors nous avons 12 individus 12. dans cette meute. Loups. Et les gros repas sont intéressants aussi pour les visiteurs. Ça leur permet de voir tout simplement les loups agir les uns avec les autres, là, les interactions. On les voit de près, les visiteurs peuvent les voir de près, et on peut les voir de près aussi en dormant dans les lodges. On va en parler, ça c'est une expérience exceptionnelle quand même, dormir dans les lodges, et vous avez juste à côté les loups que vous pouvez voir par la fenêtre. On en parle dans quelques minutes. Merci beaucoup Marc Quesada, merci à vous, merci, beau métier en tous les cas, merci. Chose promise, chose due, hein, la visite des lodges, évidemment. Oui, vous pouvez dormir, c'est possible, dormir à côté des loups, mais on vous rassure, c'est sécurisé. Hein. Bonjour, Laurent Singer. Bonjour. Vous êtes le co-directeur du parc, donc de ce beau parc de Sainte-Croix. Les visiteurs peuvent, c'est ça, vivre ici, alors vivre une nuit peut-être, 2 nuits dans ce lodge, un moment d'exception. Hein. Un moment d'exception, coupé du quotidien, des bruits de la ville, un moment très surprenant où on est nouveau à l'écoute des bruits de la nature. Pour se reconnecter un peu. Pour se reconnecter et ouvrir toutes ces antennes qu'on a malheureusement perdu l'habitude. Le retour à la nature, les chambres, le salon où nous nous trouvons actuellement donnent directement sur la plaine des loups. Et les loups s'approchent, c'est un vrai spectacle. Oui, c'est un vrai spectacle et c'est un vrai enrichissement mutuel. Les loups ont un territoire le plus vaste possible, ils pourraient se cacher de l'humain, mais il y a une vraie interaction entre les visiteurs et les loups qui sont trop curieux et viennent observer aussi les humains. Nous, on les observe, mais ils viennent aussi nous observer aussi. Il y a une baie vitrée, il y a une terrasse, on peut être là. Alors, il y a une baie vitrée, c'est sécurisé évidemment. Sûr, il y a même un jacuzzi, c'est-à-dire du jacuzzi, on peut observer les loups. Voilà, eux, ils nous observent aussi. Exactement. C'est génial. Voilà, oui. En famille, en couple, c'est vraiment un moment à réaliser, à faire, vraiment. Voilà. La nuit, ça se passe comment ? La nuit, on a perdu une habitude. On est très soucieux évidemment du confort de nos hébergés. On a vraiment un esprit chambre d'hôte au niveau de l'accueil et des équipes. Et une traditionnelle question qui venait au moment de leur départ, on leur posait la question « Avez-vous bien dormi ?» Et cette question, on ne la pose plus parce qu'une des qualités du site, évidemment, on peut très bien y dormir et que la qualité de la literie est essentielle. On les entend la nuit. Mais il y a des gens, justement, la qualité de la nuit, c'est éventuellement, et c'est souvent de ne pas dormir. D'observer, d'entendre les loups hurler, parce qu'ils chantent à la nuit. Les loups, mais on peut entendre le brame du cerf, on peut entendre les oiseaux, on peut entendre une multitude de bruits qui s'entrechoquent et qui peuvent rendre la nuit avec peu de sommeil, mais en réalité très agréable. Donc
donc la nuit précédente, on dort, la journée aussi, on dort avant de venir ici, parce qu'on sait qu'on ne va pas dormir, on va observer, exactement. Et ça sera un magnifique spectacle. Alors si ça vous tente justement, regardez ce reportage de Benoît de Butler. Regardez. Ambiance Grand Nord justement, dans la cabane de Jack London, l'un des 15 hébergements du parc. Cette famille de Liège, en Belgique, a choisi de passer 3 jours au milieu des loups. Bon anniversaire. On est hors du temps. On est complètement hors du temps. On repart après 3 jours, on a fait un break, c'est merveilleux. On est chouchouté par le personnel. Et puis, voyez, on a ici des vues de tourner près des animaux, c'est superbe. Des fois, on se réveille parce qu'ils crient, donc ils communiquent entre eux. Donc, c'est d'abord une meute de loups qui commence, puis c'est les autres, puis c'est les autres. Et voilà. Regarde, il se rapproche. Papa, regarde derrière. Mais ils étaient ici. Et les autres, ils sont plus gris. Le soir venu, après la fermeture, Sainte-Croix leur appartient. Mais regarde, celui qui descend, on n'a jamais vu si haut. Regarde, C'est un peu de canaille. Oh, il fait la canaille. Oh, tu poses, hein, regarde. C'est l'heure où, en se promenant dans les bois, entre chiens et loups, on fait l'expérience de la vie sauvage. Attends, chut, ça c'est magique. Hein. Et j'ai une chair de poule, hein. Oh. Alors on l'a vu dans ce reportage, cette expérience est exceptionnelle. C'était vraiment à vivre alors en famille, avec les enfants, pour faire découvrir justement les loups, en amoureux aussi. Et c'est une bonne idée aussi pour un cadeau, pour un anniversaire. Oui, bien sûr, oui. Ça se fait régulièrement. Les gens viennent fêter notamment leurs anniversaires de mariage, de rencontres. Ouais. C'est effectivement des bonnes idées. Il y a eu des demandes en mariage qui ont pu être faites au parc. Il y a effectivement un côté aussi donc un très parc romantique. Voilà, exactement. Alors, il y a combien de lodges en tout ici? Alors, au jour d'aujourd'hui, il y a 13 lodges qui sont dans des univers très différents, pas uniquement axés sur la thématique des loups. Nous avons aussi une thématique, par exemple, on a des hébergements dans les arbres. Hein, donc, tous différents, c'est ça. Tous différents. L'idée, voilà, c'est l'originalité. On peut, et d'ailleurs, on a des passionnés qui viennent, qui ont qu'un seul objectif, c'est découvrir l'ensemble de nos hébergements. C'est bien réfléchi pour revenir, voilà, comme ça, et pour changer chaque fois. Et donc, on a pris beaucoup de plaisir à créer à chaque fois des objets uniques. Et on a par exemple une cabane perchée qui est vraiment en relation directe avec les pandarous. On a la makikata qui est un arbre qui accueille un bateau, ce qui est très surprenant. Et de ce bateau, on peut voir l'île des Lémuriens. On a 4 lodges qui sont vraiment des lodges qui donnent sur une vue exceptionnelle sur la plaine des cerfs, avec l'animal royal qui est le cerf. Et on peut l'observer à toute période de l'année. Un moment magique, c'est nouveau la période des amours et de brame du cerf. Exactement. Où c'est vraiment un moment exceptionnel. On en a parlé justement en début d'émission. Voilà. C'est vrai que c'est un moment exceptionnel. Il y a différentes tailles de lodges. Oui, il y a différentes tailles. Évidemment, une cabane dans les arbres fait quelques dizaines de mètres carrés. Hein. L'arbre ne peut pas accueillir une maison plus lourde. Et dans cette maison dans laquelle nous sommes, à la Jack London, qui a été conçue notamment pour accueillir toutes les personnes qui ont un handicap, donc elle est accessible PMR, comme on peut le dire, elle fait une centaine de mètres carrés. Félicitations pour la décoration, parce que c'est vraiment très très joli. On se sent vraiment très bien, la nature évidemment, et ça donne envie. Ça donne envie en tous les cas de venir passer une nuit et de découvrir ces moments magiques. Les tarifs ? Les tarifs sont variables en fonction des expériences qui sont choisies, en fonction de la typologie de la famille. Ce sont des forfaits, c'est ça, avec l'entrée au parc, les dîners, petit déjeuner. Oui. Et vous proposez des formules, je crois, même pour les fêtes de fin d'année. Ça, c'est sympa pour le réveillon du 31. Voilà, le réveillon, c'est effectivement un moment exceptionnel pour passer d'une année à l'autre. Avec des choses, il y a un réveillon, c'est ça. Il n'y a pas uniquement, évidemment, la nuit où vous pouvez dormir, qui est déjà exceptionnelle. On peut partager l'expérience des animaliers au quotidien. Hein. Ce qu'aiment beaucoup les hébergers, c'est découvrir les coulisses du parc.
être en relation directe avec les gens qui y travaillent, qui le font vivre. Et les hébergements sont ouverts toute l'année? Alors certains sont ouverts toute l'année parce qu'ils ont été conçus et isolés pour, et les cabanes dans les Alpes par exemple en hiver sont fermées. Bon, merci en tous les cas Laurent Singer pour cette belle découverte et félicitations pour le travail que vous faites au quotidien avec votre frère Pierre. Merci à vous en tous les cas. Pour le public, composé pour un tiers de scolaires, une visite dans le parc de Sainte-Croix prend donc l'allure de retrouvailles, surtout si les visiteurs y consacrent toute la journée. La nature, en effet, souvent secrète, ne se livre pas facilement. Les animaux, pourtant, notamment les grands cervidés, sont moins farouches qu'au premier temps de l'ouverture du parc. Très vite d'ailleurs, ils ont compris l'absence de danger et s'approchent plus volontiers des sentiers, puisque les visiteurs ici ne sont armés que de jumelles. Cette nature, ces espaces, quelle chance vous avez de travailler justement dans cet environnement. Clément Leroux, vous êtes le directeur de la communication de ce parc animalier Sainte-Croix. C'est une chance réelle. Le matin, vous arrivez là. De travailler ici au contact de la nature, des animaux, avec des équipes motivées. Vous avez pu vous en rendre compte depuis le début de l'émission et depuis le début tout le tournage. Non, c'est vraiment un plaisir de venir travailler ici au parc animalier. Bon, alors des animaux, de la nature, des nouveautés aussi chaque année. Et puis cette visite, vous allez nous conseiller justement, parce qu'on se dit, voilà, on visite à pied avec les enfants, mais c'est assez grand, hein, combien d'hectares ? Au total, c'est 120 hectares de nature, le parc animalier. Vous imaginez, un hectare, c'est un terrain de foot. Exactement. Vous imaginez la superficie. C'est à peu près un tiers de prairie, un tiers de forêt et un tiers d'étang. Et donc, c'est environ 7 km de balade pédestre. D'accord. 1500 animaux, 130 espèces. Bon, mais par exemple, si j'ai mal aux pieds, je peux faire autre chose? Est-ce qu'il y a une petite voiture pour moi? Une petite voiturette électrique, comme on a fait entre nous. Mais surtout, ouais. On a une nouveauté cette année qui s'appelle l'expédition sauvage en safari train. Donc, en fait, on a un véhicule Defender de Land Rover qui va tracter 4 trains. Et c'est vraiment tout l'ADN du parc qui est remis dans cette nouveauté, c'est-à-dire les grands espaces, la faune européenne, l'expérience en immersion au contact des animaux, parce qu'on va pénétrer sur le territoire des animaux avec ce safari train. Et ça permet de découvrir plus de 50 hectares de nature, 3 km de balade et 12 rencontres animalières. Donc on n'a pas besoin de partir très très loin. Non. On est là en Moselle. On peut faire un safari train ici en Moselle avec de la faune européenne, donc tous ces animaux emblématiques de notre écosystème. Alors ça c'est une nouveauté, il y en a d'autres aussi, c'est-à-dire l'arrivée des élans. Alors l'élan, c'est une nouvelle espèce qui est visible à travers le safari train, mais également en visite pédestre. Donc c'est un des plus grands ambassadeurs des écosystèmes forestiers européens. C'est un animal européen qui est magnifique. C'est le plus grand cervidé du monde. Il est ici présent en Europe, en Scandinavie, également dans les pays de l'Est jusqu'en Sibérie. Et on le trouve également au nord du Canada. Et c'est 3 élans, un mâle et 2 femelles, qui arrivent chez nous cette année. Ce sont les nouveaux locataires. Ce sont les nouveaux locataires du parc animalier de Sainte-Croix. Exactement. Et puis il y a une autre nouveauté, donc 3e nouveauté, c'est le hameau des loups. Le hameau des loups, c'est 5 nouveaux lodges pour dormir face aux loups. On nous dit toujours, c'est complet depuis des années. Et on a vu là tout à l'heure, on a visité, c'était génial vraiment. Donc là, un peu plus de lodges, parce qu'il y a des demandes. Fait 18 lodges au total. On a plus de demandes que de possibilités. On reste complètement dans l'idée de cette expérience intimiste au contact des animaux. Donc là, c'est possibilité de dormir avec les loups. Il reste de la place pour septembre de cette année. Et l'idée, c'est de pouvoir continuer à vivre cette expérience, de dire, je découvre le parc également, tous les sons de la nature, en dormant ici, en prolongeant mon séjour, en dormant dans le parc animalier. Ça, c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, mais une expérience formidable. Il faut vraiment tester. Et puis évidemment, un tel concept de parc ne pouvait pas passer à côté d'une sensibilisation auprès des jeunes. Et c'est pourquoi la pédagogie est bien présente ici, à sa place ici. Alors, dès le départ, Sainte-Croix s'est voulu comme une école de la nature. C'est une reconnexion à la nature, c'est-à-dire que on connaissait très bien les problématiques qu'il pouvait y avoir dans d'autres continents. Sur d'autres continents, il y a encore moins les animaux qui vivaient aux portes de chez nous, dans notre forêt. La différence entre un cerf et un chevreuil, là on a la plaine des cervidés juste à côté de nous. Et donc, chaque année, un visiteur sur 2, c'est un enfant à Sainte-Croix. Et chaque année, pour donner un chiffre, c'est 25 000 scolaires qui viennent dans le cadre
leur classe, découvrir la faune européenne ou la biodiversité mondiale. Donc l'approche pédagogique est très importante à Sainte-Croix depuis 1980. Ils viennent apprendre, vraiment, découvrir des espèces et apprendre. Alors apprendre tout en s'amusant. Oui, on n'est pas une école, non, on vrai. est le prolongement de l'école. C'est-à-dire qu'ici, par l'expérience, par la découverte, les sentiers de semi-liberté, les grands espaces, les animaux qui vivent sur des grands territoires, ça permet de mieux comprendre la nature qui nous entoure, mais par l'échange et le partage. Alors moi j'aime ces espaces-là, avec voilà, des espèces formidables, mais il y a un lieu aussi où il y a des bébêtes que j'aime moi. Ah, non. On a découvert le gigrouille. Donc le gigrouille, on a inversé, on est la nuit dans un village, dans une maison, et toutes ces bestioles qui nous font un peu peur. Alors ça passe du petit rat, ça va aller à l'araignée, mais ça va aller aussi à tous les insectes. Et donc tous ces animaux qui sont très importants pour l'équilibre de la biodiversité, parce que c'est un maillon global. On peut parler des arthropodes notamment. 80% des espèces vivantes sont des arthropodes sur Terre. On va les présenter et on va expliquer le rôle pédagogique de ces animaux et également le rôle du développement durable et de tout ce qui tourne autour de l'écologie. Chères souris, chères fourmis, pensez à faire vos courses avant vendredi, jour où nos colocataires humains sortent les poubelles. Donc là, évidemment pour les écoles, mais aussi pour les particuliers qui ont envie de visiter ce parc et d'aller découvrir justement ces bébêtes-là, pas toujours très attirantes, mais c'est pas mal de venir apprendre justement avec les parents. Et puis, il y a aussi des animations, des spectacles de temps en temps. On a une équipe de comédiens sur le parc, on a une salle qui s'appelle La Grange au spectacle, et à travers différents types de spectacles. Alors c'est le spectacle vivant, le théâtre, les marionnettes, on a également un film sur le loup, on a un spectacle qui s'appelle également Bubo le hibou, le Grand Conseil des animaux. À travers ces différentes approches, en fait, on va faire passer nos messages de sensibilisation du grand public sur la protection de la faune et de la flore, et toutes ces formes et toutes ces approches sont des approches pédagogiques et ludiques qui vont permettre aux petits comme aux grands de bien comprendre l'importance de la préservation de la nature. Donc on ne s'ennuie pas ici, évidemment. Il y a plein de choses, il y a plein de tournages télé régulièrement, d'un peu partout. Et puis il y a eu aussi un tournage France 3, mais de la série qui cartonne sur France 3. Capitaine Marlowe, évidemment. Capitaine, on a un nouveau cadavre. Mais c'est pas vrai, il y a un microclimat chez vous ou quoi? Ça a été magique sur le parc d'accueillir l'équipe de José Dayan avec Sandrine Bonner. Et le temps de 3 jours, ils ont privatisé presque le parc, ils ont privatisé les hébergements, ils en ont fait leur parc à eux. Et ça a été un succès en plus parce que ça a battu les records d'audience et ça a même dépassé le foot sur une chaîne concurrente. C'est vrai, exactement. Bon, c'est un lieu, on peut le dire, pour les amoureux, pour les familles, les grands-parents, les parents, les enfants, les petits-enfants, tout le monde peut venir vraiment se plaire, rester dormir et puis profiter de cette nature, profiter d'apprendre justement sur telle ou telle espèce parce qu'il y en a énormément. C'est vraiment un bon moment. Merci Clément Leroux. Alors dans ce parc animalier de Sainte-Croix, on en prend véritablement plein les yeux. C'est un lieu à découvrir en amoureux, en famille, avec les enfants, avec les grands-parents. C'est à Rhodes, en Moselle, à 1 heure de Strasbourg, 1 heure de Nancy, 1 heure de Metz, 3 heures de Reims. Et vous allez voir qu'avant votre visite, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, sur le site aussi de ce parc pour découvrir les différentes espèces. Et pour en parler, je reçois justement Pierre Singer. Je rappelle, vous étiez avec moi en début d'émission, mais vous êtes le co-directeur de ce parc. Alors c'est vrai que vous êtes très très fort sur les réseaux sociaux. Je crois que ça vient de cette envie de partager. Le réseau social, c'est le partage. Il y a les événements, il y a les naissances, il y a le réveil de la nature. Il y a aussi ces émotions que les gens ont ressenties, parce qu'eux aussi alimentent beaucoup par leur propre partage. Donc en fait, c'est complètement une communauté qui est soudée autour de cette idée du retour et de la reconnexion avec la nature. C'est important évidemment pour le parc. Alors les chiffres, je les ai, là, 735 000 visiteurs sur le web, 120 000 fans sur Facebook, 5 000 abonnés Instagram, c'est énorme.
Oui, c'est énorme et on a beaucoup d'ambition sur ce sujet-là parce que prendre conscience des choses, s'émerveiller, ressentir de l'émotion, c'est le premier pas vers l'action. Et donc pour permettre aux gens de changer dans leur vie, de devenir de véritables citoyens durables et pour faire du bien à cette planète, utilisons tous les moyens qui nous sont offerts. Exactement. Et ces moyens-là, ils sont formidables. Alors il y a beaucoup de visiteurs et je suppose que certains visiteurs ont envie de venir travailler avec vous sur ce parc. Il y a beaucoup de recrutement justement à certaines périodes. Oui, absolument. On a plus de 50 métiers. Il y a ça aussi. Et c'est vrai que l'esprit de Sainte-Croix, on le ressent aussi là. Il y a cette notion. Il y a une de bonne partage. ambiance, je peux vous le dire. Ouais, vraiment super ambiance avec toutes les équipes. Vous recrutez en CDD, en CDI régulièrement? Au maximum en CDI, évidemment. On peut pas toujours, mais avec notamment cette expérience immersive qu'est l'hébergement. Ça permet d'allonger la saison et ça permet d'offrir des contrats plus longs. Et ça, c'est une très grande satisfaction. Et différents métiers. Hein. Plein de métiers. L'hôtellerie, la restauration, vétérinaire, aide vétérinaire, soigneur, webmestre, vous en avez parlé, animateur de réseaux sociaux. Bon, si ça vous tente, envoyez un CV. Peut-être pas pour cette année, mais pour l'année prochaine. En tous les cas, vous serez reçus et ils sont tous formidables, tous très sympas. Je voulais vous remercier pour votre accueil. Toute l'équipe a été formidable. Moi, j'ai adoré. Toute notre équipe aussi a adoré. Il faut vraiment se déplacer pour venir découvrir ça nous va droit au cœur. Merci beaucoup. Merci Pierre. Moi, je voudrais aussi remercier toute l'équipe technique qui m'a accompagné lors de ce tournage. Le réalisateur Grégory Bocage, Christophe Delot, évidemment, pour la préparation. Laetitia Lecornet, Natacha Lomonaco. Excellente journée à vous tous. Et puis, à très bientôt ici. Oh oui, j'en suis certaine.